Vous êtes sur la RTNC, madame, messieurs, bonsoir. Au sommaire de votre journal, l'Union européenne condamne fermement le boycott du processus de paix de Luanda par le Rwanda. Son représentant spécial était au Sénat, aussi à l'Assemblée nationale. Vous le verrez avec Vital Kamere et Jean-Michel Sama Kondé. Les jeunes sont appelés à lutter contre la corruption. Message de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Un message à suivre dans un instant. 3 décennies de crimes commis dans le sud Kivu, couchés dans un document. Village rasé, famille brisée au total, 191 crimes répertoriés. Un reportage à suivre dans le corps de cette édition. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. On commence avec cette annonce faite par le représentant spécial de l'Union européenne. L'Union européenne condamne fermement le boycott du processus de paix de Luanda par Rwanda. Il a dit à Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. Anim Balaka. Après l'échec du rendez-vous de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le dimanche 15 décembre dernier, une délégation de l'Union européenne conduite par Joao Borstam, représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, le mardi 17 décembre 2024 pour réaffirmer l'engagement de l'Union européenne sur son soutien dans les processus de paix et le retour de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Au cours de ces échanges avec le professeur Vital Kamere, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs a donné la position de l'Union européenne en rapport avec les rendez-vous manqués de Luanda. Pour Joao Borstam, l'Union européenne condamne fermement les boycotts du processus de paix de Luanda par le président rwandais Paul Kagame qui n'a pas respecté ces grands rendez-vous au moment où le monde entier attendait enfin un accord de paix durable entre Kigali et Kinshasa. Ça a été aussi pour moi une opportunité de faire part du chagrin, de déception de l'Union européenne par rapport à ce qui vient de se passer à Luanda ce week-end. Et j'ai aussi souligné l'importance que le leader respectif reste fermement engagé dans un processus de paix. Il faut que le gouvernement rwandais coupe le soutien pour le mouvement M23. Le peuple congolais peut vraiment compter sur l'engagement de l'Union européenne pour la paix et pour la stabilité dans la région. Pour le professeur Vital Kamere, ce n'est qu'une partie remise. Il note que les efforts doivent être conjugués de part et d'autre pour l'aboutissement de ce processus par la signature d'un accord de paix. Une fois de plus, le président de l'Assemblée nationale a alerté sur ces drames humanitaires de l'Est de la République démocratique du Congo, face auxquels la communauté internationale est indifférente. Nous avons dépassé la barre de 10 millions de morts dans les conflits armés en République démocratique. Ce drame humanitaire devrait mobiliser tous les efforts au niveau national, au niveau de la sous-région, au niveau africain et surtout avoir un appui au niveau international, a déclaré Vital Kamere. Le président de l'Assemblée nationale demande à tous les peuples congolais de soutenir les efforts du président angolais Joao Lourenço et du président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Président de la Chambre haute du Parlement congolais, l'Union européenne a exprimé sa déception suite au boycott de la tripartite de Luanda par Kigali. C'est un reportage signé Janine Kalenga, Bernier Sala et Gilom Piana. Après des échanges avec le président du Sénat Jean-Michel Sama Kondé suite au boycott du processus de Luanda par le Rwanda qui a séché la tripartite du week-end dernier, le représentant spécial de l'Union européenne dans la région de Grand Lac, Johan Bogstam, réitère l'appel de l'Union européenne au Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour nous, en tant que l'Union européenne, c'était extrêmement important que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Je crois que les peuples dans la région et surtout les peuples dans l'Est de la République démocratique du Congo qui ont souffert tant et continuent de souffrir. Ils méritent mieux. J'ai aussi partagé avec Monsieur le Président le fait que l'Union européenne a été très très claire que
il faut que le Rwanda retire ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo et qu'il faut aussi que le Rwanda coupe le soutien pour le mouvement M23. Nous partageons un aperçu similaire de ce qui se passe, surtout dans l'Est du Congo. Nous partageons aussi une ferme volonté de contribuer à ce que le processus de Luanda soit remis sur les rails. Selon M. Bokstam, l'Union européenne a fortement soutenu le processus de Luanda et en tant que tel, il est extrêmement important aux yeux de l'Union européenne que tous les leaders et tous les gouvernements dans la région restent engagés dans ce processus. Toujours au Sénat, la commission infrastructure a échangé ce mardi avec les autorités de l'agence congolaise de grands travaux. Au menu, état de lieu de projets d'infrastructure pilotés par la CGT dans le cadre du programme Sino-Congolais. Avec à sa tête la présidente Madeleine Nikomba, les sénateurs membres de la commission infrastructure sont venus à la CGT pour en savoir plus sur le fonctionnement de ces services publics rattachés au ministère des ITP et évaluer ensemble avec ses responsables les contraintes à la réalisation des projets qu'elle pilote. Comme nous, en tant que commission infrastructure, nous avions besoin d'avoir des échanges en permanence, pour savoir ce qu'ils font et nous permettre d'avoir des éléments nécessaires pour notre mission qui est de contrôle. Nikonza Nzao, assisté de certains collaborateurs, dont son adjoint Jean-Claude Mido Mbouete, a expliqué que du haut de ces 16 années, la CGT a réalisé bien de projets pour une enveloppe dépassant le 4 milliards de dollars américains et pour l'année 2025, il est prévu des projets un peu partout sur le territoire national. Herman Moutina est vice-président de cette commission. Nous avons insisté beaucoup sur les aspects études puisque dans le pays, c'est une activité qui a été beaucoup négligée, alors que nous avons de grandes ambitions pour les infrastructures de ces pays, d'où il faut mettre beaucoup de moyens pour les études. Ceci permettra d'avoir de grands ouvrages et qui permettront alors de créer une véritable structure pour soutenir l'économie du pays. La Commission se propose de mettre à profit cette période de vacances parlementaires pour inspecter avec la CGT certains de ces projets. Allez, on change carrément de chapitre. Vous l'avez certainement regardé hier soir sur la télévision nationale, la publication par la CENI de résultats provisoires des élections législatives et provinciales à Massi Manimba et Yakoma. Voici le résumé dans ces reportages. Au lendemain de la clôture des opérations de vote, la CENI, à travers le centre électoral Boussolo, assure le suivi des opérations de compilation et de publication des résultats bureau de vote par bureau de vote pour permettre aux différents candidats en lice de connaître en temps réel les scores réalisés avant la proclamation des résultats provisoires. En plein processus de compilation des résultats, dont les tendances s'affichent en temps réel sur les écrans géants du centre Boussolo, le rapporteur de la CENI, Patricia Ntseya, a fixé l'opinion sur les étapes du processus qui s'effectuent après les scrutins. À l'issue des opérations de vote et de dépouillement, l'Assemblée plénière, par l'entremise du Centre national de traitement, est en train de recevoir les résultats des différents bureaux de vote et de dépouillement qu'elle s'apprête à vous présenter dans les minutes qui suivent. Toutes les dispositions utiles ont été prises par la CENI pour une transmission rapide et sécurisée de ces résultats afin de garantir la vérité des urnes conformément aux articles 47 et 67 bis de la loi électorale. Il importe d'indiquer que le taux de traitement pour la circonscription électorale de Yakoma est de 72,39% et de 77,99% pour Massi Manimba. Rendons-nous en province, précisément dans la province de la Chopo. C'est un bâtiment moderne devant abriter le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents de l'État. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, a procédé à l'inauguration à Kinshasa. C'est un film de Moké Maluma et Cédric Kenena dans un commentaire signé Nadine Kiloso.
Kisangani, ville martyre, ville historique, chef-lieu de la province de la Chopo, était en ébullition ce mardi 17 décembre 2024. À la base de cette effervescence figurait l'inauguration du siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP en sigle par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence de plusieurs autorités provinciales. Dans son discours, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué le leadership du chef de l'État qui a rendu possible la fluidification de la retraite tout en martelant sur la ferme volonté du gouvernement de garantir l'implantation du nouveau système de sécurité sociale. Cette agence témoigne de notre indéfectible attachement en tant que gouvernement à matérialiser les 6 engagements prioritaires de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État pour donc son second quinquennat, dont le dernier vise le renforcement de l'efficacité des services publics sur toute l'étendue du territoire national. Répondant aux normes de la modernité, le nouveau siège provincial de la SENSAP Kisangani offre une opportunité de création d'emplois pour un personnel recruté localement en toute transparence. J'ai donc décidé que le nouveau agent de l'agence SENSAP de Kisangani soit recruté sur concours. L'inauguration de ce bâtisse a été bien accueillie par les Boyomés qui ont témoigné leur gratitude au chef de l'État pour cette action à impact visible. Son Excellence Jean-Pierre Liaou Desbois transforme en or tout ce qu'il touche. Après Kisangani, le curseur du vice-premier ministre sera placé sur Mbujimaï, Mbandaka ainsi que d'autres provinces. Et puis je le disais en titre, les jeunes sont appelés à lutter contre la corruption. Message de l'agence de prévention de lutte contre la corruption. Une journée de sensibilisation a été organisée dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la corruption. Gumatundu, Keren Kakolongo et Henri Alimassi. Cet atelier se veut un cadre d'échange en vue de permettre une réflexion sur la protection de la jeunesse face aux méfaits et aux faits de la corruption. Des recommandations pertinentes ont été formulées pour améliorer et renforcer la perception de la jeunesse sur les questions de prévention et de lutte contre la corruption. Cette jeunesse est d'ailleurs appelée à s'impliquer dans la lutte contre la corruption. Tenu cette année met les jeunes au centre de la lutte contre la corruption. Donc ils sont concernés parce que nous avons dit, des fois ils peuvent être acteurs, des fois ils peuvent être victimes. Les jeunes aussi parce que ils sont appelés à assurer les relais de la lutte contre la corruption demain. Donc c'est important, il faut qu'ils soient informés, sensibilisés aujourd'hui pour qu'ils puissent s'assumer dans une société de droit demain. La stratégie nationale, nous sommes en train de travailler pour la traduire dans toutes les langues nationales pour que tout le monde soit informé de manifestations de la corruption et des actions ou des stratégies qu'il faut mettre en place pour réduire la corruption qui est endémique chez nous. Nous avons aussi d'autres stratégies de prévention que nous l'avons souligné. Nous sommes en train d'implémenter des modules de lutte contre la corruption dans le programme de l'éducation nationale. On prend en compte les niveaux maternels, primaires, secondaires et universitaires. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption est un service spécialisé relevant du cabinet du président de la République. Madame, Monsieur, savez-vous que le Fonds social de la RDC a organisé un atelier de mobilisation de la loi relative à l'activité sémencière? Experts, partenaires et officiels mettent les idées ensemble sur le processus de légifération. Edith Chala et Gulam Kunga. Les semailles sont les moments les plus déterminants de l'agriculture et pourtant la République démocratique du Congo n'a pas de loi sémencière. Cet atelier organisé par le Fonds social de la République démocratique du Congo dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture, PAC-DC PTA mobilise sur la loi relative à l'activité sémencière. Le coordonnateur du Fonds social de la République démocratique du Congo, Philippe Ngouala-Malemba, y voit une véritable voie de revanche du sol sur le sous-sol et appelle à l'implication des élus du peuple. Cette loi fait partie des réformes qui sont prévues dans les programmes de transformation de l'agriculture, un programme du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui a reçu le financement de la Banque africaine de développement. En fait, ce programme a différentes composantes. Une des composantes les plus importantes, c'est appuyer la gouvernance sectorielle. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mutombo Mouchaïl, qui a pris part active à l'atelier,
pense que c'est une opportunité contre l'insécurité alimentaire. C'est le temps de la semence, parce que c'est la revanche du sol sur les sous-sols. Et le temps de la loi fondamentale aussi de l'agriculture, nous devons harmoniser et rendre cette loi dynamique. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Chilumbaï, est d'avis que l'Assemblée nationale n'a pas d'intérêt à laisser la République démocratique du Congo sans loi sémencière. Le gouvernement de la République démocratique du Congo travaille avec ses partenaires, Banque africaine de développement, Banque mondiale, USAID et FAO, pour l'aboutissement de tous les projets agricoles en général et la loi sémencière en particulier. Nous allons parler environnement à présent, vers l'adhésion de la RDC à la Convention nationale des Nations Unies sur la protection de cours d'eau. La ministre d'État en charge de l'environnement a ouvert l'atelier Chimendondo. Cet événement marque une étape cruciale dans les efforts du gouvernement pour renforcer la gestion durable et responsable de ressources en eau, tout en consolidant la coopération transfrontalière avec les voisins. La RDC, pays solution dans la lutte contre le changement climatique, possède de ressources hydriques d'une importance stratégique mondiale. Le pays abrite 10% de réserves mondiales d'eau douce et 52% des eaux de surface de l'Afrique dominée par le bassin du Congo. Le deuxième plus grand au monde avec une superficie de 3,7 millions de kilomètres carrés, avec un débit moyen de 41 000 mètres au cube par seconde. Le fleuve Congo est le deuxième plus puissant au monde après l'Amazonie. Ces ressources offrent des opportunités uniques pour l'énergie, la navigation, l'agriculture et la pêche. L'Union européenne, représentée lors de cet atelier, a réaffirmé son engagement en tant que facilitateur de la gestion durable des eaux transfrontières. Les appuis techniques et financiers apportés par le partenaire tels que la Convention et ses équipes témoignent de l'importance accordée à la République démocratique du Congo dans le cadre de la coopération internationale en matière de l'eau. Madame Soja Koepel, secrétaire exécutif de la Convention sur l'eau, a souligné les enjeux vitaux liés à la gestion des eaux transfrontières en appelant une accélération de progrès. Elle a également insisté sur le rôle clé de la Convention en tant qu'outil concret pour favoriser la coopération régionale et mondiale dans la gestion durable des eaux partagées. Dans son allocution, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a rappelé que le gouvernement de la République est engagé à la dite Convention dans une perspective de la mondialisation des gestions des ressources en eau, en vue de promouvoir la paix, la stabilité entre les populations riveraines, lesquelles conduiront sûrement à un développement socio-économique durable. La RDC, en tant que pays solution, continuera de jouer un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique en promouvant une gestion équitable et durable de ressources partagées, a conclu la patronne de l'environnement et développement durable. Nous allons enchaîner avec cette question. Comment lutter contre la déforestation? Eh bien, la question était au centre d'un atelier tenu à Kinshasa. Regardez. Dans les soucis de protection de ces forêts denses et aires protégées, la République démocratique du Congo a procédé à un zonage de son territoire en précisant les zones et les conditions pour lesquelles les forêts peuvent être exploitées ou pas à des fins agricoles. Il devient donc important pour le Rainforest Alliance et le titulaire de certificat au regard du respect de la politique cacao d'avoir une bonne connaissance des exigences réglementaires nationales en matière de localisation des plantations agricoles. Pour faire du commerce responsable la nouvelle norme, nous construisons une alliance pour protéger les forêts, améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et des communautés forestières, promouvoir leurs droits humains et les aider à atténuer la crise climatique et s'y ajuster. Nous avons conscience que le bien-être social et économique des communautés rurales est étroitement connecté à la santé des écosystèmes. Ces connaissances nous ont permis à concevoir des programmes rigoureux pour faire progresser l'utilisation durable des terres et la production durable de produits de base. Objectif principal de cette
et d'identifier au travers de l'analyse approfondie du cadre réglementaire congolais les zones proscrites d'exploitation à des fins agricoles, les conditions d'exception et de partage de résultats obtenus avec les titulaires de certificats et les entreprises désirant mettre en œuvre le processus de certification pour le rainforest en RDC. Autre grand titre de ce soir, 3 décennies de crimes commis dans le Sud Kivu, couchés dans un document, village rasé, famille brisée, au total 199 crimes répertoriés. Un document élaboré par le groupe technique Justice transitionnelle du Sud Kivu avec l'appui du TRIA international et de l'ambassade de la Grande-Bretagne. Edith Chala. C'est un document bouleversant qui retrace 3 décennies de souffrances. Le rapport de recherche sur les crimes graves commis dans la province du Sud Kivu entre 1994 et 2024 renferme des récits et témoignages poignants des victimes. Des villages entiers rasés, des familles brisées, des vies marquées à jamais. 191 crimes au total ont été répertoriés. Il a été élaboré par le groupe technique Justice transitionnelle du Sud Kivu avec l'appui de Trial International et de l'ambassade de Grande-Bretagne. Nous voulons, à travers la publication de ce rapport, le dépôt de ce rapport, permettre, n'est-ce pas, à la communauté internationale de comprendre que ces crimes qui ont été commis en République du Congo doivent trouver des réponses. Ce rapport devra aussi permettre au gouvernement congolais de s'investir davantage sur des solutions par rapport à ce crime-là. Pour le directeur général du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Patrick Fatamakunga, cette cartographie proche de celle déjà élaborée par le FONAREV apporte un plus et reste un outil précieux. Un appel à l'action pour enfin atténuer les douleurs du passé qui hantent encore le Sud Kivu. Le FONAREV promet d'en faire une boussole pour construire un avenir où réparation, justice et réconciliation sont enfin possibles conformément à sa mission. Et puis cette question qui taraude les esprits des observateurs. Quelle est la situation des enfants en RDC par rapport aux objectifs du développement durable? Le détail ou la réponse dans ces récits des génies d'Ada Chabani. Ce rapport sur le développement durable et les enfants, produit par le ministère du Plan à travers l'Observatoire congolais du développement durable, avec l'appui financier de l'UNICEF, met en exergue les progrès réalisés dans la situation des enfants en RDC par rapport aux atteintes des objectifs de développement durable et ODD qui arrivent à échéance en 2030. À la présentation officielle de ce rapport, le coordonnateur national de l'Observatoire congolais de développement durable, Modeste Nyembo, a souligné que ce document a 11 chapitres couvrant chacun un des ODD. Il met le focus sur les progrès et les défis auxquels la RDC est confrontée dans la mise en œuvre des politiques et programmes de développement intégral de l'enfant congolais, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la nutrition, de la paix et la sécurité, ainsi que dans les changements climatiques. Il a toutefois souligné que ces données ne concernent que les enfants des ménages. Les enfants vivant en situation de rue ne sont pas concernés. On ne sait pas agir sur ces enfants si on ne sait pas ils sont comment, ils sont combien, ils sont quel âge. On n'aura pas bien agir en leur faveur sans les faire. Le représentant de l'UNICEF s'est réjoui du fait que ce document va contribuer à l'amélioration de la situation des enfants à RDC, représentant 54,8% de la population congolaise. Le secrétaire général du plan a insisté sur le fait que le pays doit s'inspirer de ces documents qui constituent les leviers pour les politiques et actions futures en faveur du bien-être de l'enfant en RDC. Tout à fait. Autre chose, les activités de la fête de mangeurs de cuivre ont vécu à Lubumbashi dans le Haut-Katanga du 13 au 14 décembre 2024. Elles s'y sont clôturées par une messe d'action de grâce suivie d'un match de foot. Les manifestations relatives à la fête des mangeurs de cuivre se sont clôturées le vendredi 13 décembre 2024. Au menu, la messe d'action de grâce
pour les ressources humaines employées dans la production qui préfère depuis l'avènement de la Générale de carrière et des mines en République démocratique du Congo. Le personnel de la GECAMINE, vivant ou mort, ont constitué l'objet de la messe en la chapelle Saint-Éloi pour la grandeur rayonnante des effets de l'exportation du cuivre au bénéfice de la République démocratique du Congo. L'officiant du jour, le curé Jean-Pierre Chibalmonche, a exhorté les mangeurs de cuivre à l'amour du travail bien fait et à garder de l'espérance dans la prospérité fondée sur l'évangile de Jésus-Christ. En outre, une rencontre des sports amicales a eu lieu au stade Gaëtan Kakouji dans la commune annexe où l'équipe de football de la GECAMINE a croisé le fer avec celle de la société Estelle, l'un des partenaires de la Générale de carrière et des mines. Le match s'est soldé par le score de 1-0 en faveur de Estelle. L'équipe gagnante a reçu une coupe et des trophées ont été décernés aux joueurs d'Estelle que conduisait le directeur général Grant Dempsey. Tandis que l'équipe vaincue, la GECAMINE, a également obtenu des trophées de participation aux manifestations des mangeurs de cuivre 2024 présidées par Tite Chichi. C'est le conseiller de la direction générale en charge de la production, Mwema Mutamba Dibwe, qui représentait le directeur général de la GECAMINE, Placide Nkala, à cette activité sportive. Dans un autre registre, amélioration de la gouvernance dans le secteur extractif. La participation actualisée et transparente de l'État congolais au centre de l'atelier de divulgation, une initiative du coordonnateur national de l'ITIE RDC, Ricky Nzozi. Pour promouvoir une gestion transparente et équitable des ressources naturelles, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE RDC a initié depuis et selon l'une des normes, la sensibilisation et la divulgation de la participation de l'État dans ce secteur, d'où l'atelier d'actualisation et de divulgation au profit des parties prenantes ouvert à Kinshasa le lundi 16 décembre 2024. Gouvernement, entreprises, sociétés civiles et citoyens ont accédé aux diverses informations sur les revenus des industries extractives avec une mise à jour des données. Nous avons mené cette activité non seulement pour parvenir à ce que les entreprises puissent être gérées de manière transparente, que les entreprises publiques puissent également qu'il y ait une très bonne gouvernance dans la gestion de ces entreprises-là, mais aussi et surtout que nous puissions parvenir à l'accomplissement de ces exigences à l'horizon du 1er janvier 2026, là où nous allons commencer la validation de la RDC. Une participation actualisée et transparente de l'État congolais dans les secteurs naturels avec l'appui de la Banque mondiale à travers les projets encore sur l'amélioration des recettes et gestion des dépenses garantit une gouvernance plus responsable et réduit ainsi les risques de la corruption et des mauvaises gestions des ressources naturelles. Suivant cette édition, la foire internationale de Kinshasa fera peau neuve. Dans les jours à venir, le ministre du Commerce extérieur était sur terrain pour évaluer les travaux déjà effectués pour les festivités de fin de l'année. Il invite le Congolais à venir massivement. C'est rendre compte de l'évolution de travaux d'aménagement du site qui va accueillir la 46e édition foraine à la Foire internationale du Congo, Kinshasa-Fikine, qui démarre ce 21 décembre. C'est l'objectif du visite de ce lundi du ministre du Commerce extérieur à la Foire internationale de Kinshasa. Sur place, Julien Paluku Karongia, accompagné du directeur général de Fikine, Didier Kabampele, a visité le stand en pleine construction et le site qui se métamorphose pour bien accueillir ces grands rendez-vous d'affaires et festifs. Le ministre du Commerce extérieur invite les entreprises et structures publiques privées de venir acheter leur stand car cette première édition sous le gouvernement Judith Suminwa Tuluka aura plusieurs particularités. Je voudrais inviter tout le monde à venir acheter son stand ici parce que ça sera en fait la plus grande vibration qu'on n'a jamais connue
à Kinshasa. C'était l'occasion pour le ministre du Commerce de réitérer son engagement de modernisation de la FICIN en 36 mois et de réguler toutes les activités foraines à travers le pays, car le président de la République est plus que déterminé de faire de la foire internationale du Congo Kinshasa un carrefour mondial d'attraction, a-t-il martelé. Le constat qui est là, c'est que nous sortons pour aller participer à des organisations à l'extérieur du pays, mais jamais les gens ne viennent aussi en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il m'a désigné à cette fonction de ministre du Commerce extérieur, il m'a demandé de réfléchir pour faire de la foire de Kinshasa un lieu qui sera le carrefour du monde. Mais pour y arriver, il faut des aménagements. Signalons d'autres éditions foraines seront organisées en juillet et décembre 2025. Dans l'actualité également, à Njili, ce mardi, le président de la RDC a procédé à l'inauguration officielle du vol passager de la nouvelle compagnie d'aviation Air Congo. Pierre Kibambi Somoué, Kazo Kazadi et champion d'Angué. Air Congo, c'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international de Njili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Souminois et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussard. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussard a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de circonscrire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo, fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement de ces jours constitue un nouveau souffle dans
les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère de Transport a invité le président de la République à procéder à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Premier ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Allez, on quitte Kinshasa pour le Nord Kivu. De vivres et non-vivres ont été donnés aux déplacés de Mugunga dans le périphérie de Goma. Un geste posé par la dynamique de femmes leaders du Congo. Les déplacés de guerre regroupés au site Lushagala au quartier Mugunga, commune de Karizimbi, en ville de Goma, ont bénéficié le lundi 16 décembre 2024 d'une assistance en vivres et non-vivres, donc de la dynamique des femmes leaders du Congo, DFLC, avec l'appui financier du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Il s'agit entre autres du riz, de la farine de maïs, huile végétale, du sucre, du savon et tant d'autres biens de première nécessité. Pour mesdames Louise Mpiana et Efrazi Mujinga, respectivement secrétaire général et chargé du social de la DFLC, ces gestes de générosité traduisent la compassion que les femmes du Katanga ont envers ses compatriotes, spécialement les veuves et les orphelins en situation de détresse, en vue de clôturer l'année 2024 en toute beauté. Ce qui nous a motivés à arriver jusqu'ici, c'est la souffrance que mènent nos frères, les sinistrés et les déplacés de guerre. Notre gouverneur de province, dit le Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, qui en passant nous lui disons un grand merci pour le geste qu'il a fait de nous permettre d'arriver jusqu'à Goma et de compatir avec nos frères de l'Est. Occasion pour les bénéficiaires de saluer cet acte purement social et d'envoyer un message fort au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de procéder à la révision de la Constitution, car selon eux, ils sont victimes de certains articles contenus dans la loi fondamentale, tels que l'article 217, qui est à l'origine de la guerre à l'Est du pays. Cette information, tout véhicule, sans exception, doit payer la vignette. La Direction générale de recettes de Kinshasa a déjà lancé l'opération de vente de vignettes, exercice 2024-2025. Rodépanda. Brandissant la sésame en main, le directeur général de la DGRK fait preuve de prêcher par l'exemple en payant sa vignette de l'exercice 2024-2025 dont la campagne vient d'être lancée officiellement ce jeudi 12 décembre 2024 par la ministre provinciale de Kinshasa chargée des finances et économie Yvette Koulenfouka Tembo. Cette taxe de la vente des vignettes concerne les véhicules, les engins de circulation routière et autres. Pour le directeur général de la DGRK, la campagne de vente de vignettes s'inscrit dans les impératifs des assignations de l'exercice budgétaire actuel dont les chiffres procurent beaucoup d'espoir avec plusieurs milliards de francs congolais, soit plus de 400% d'augmentation. La vignette est un imprimé de valeur qui matérialise le paiement de l'impôt sur le véhicule et la taxe de circulation routière. Tout détenteur, personne physique ou morale, utilisant un ou plusieurs véhicules et la vignette. Occasion pour les finances de Kinshasa d'encourager les personnels de la DGRK en terrain pour la mobilisation des recettes et à la population quinoise de soutenir cette opération pour la réussite de la politique imprimée par le gouverneur Daniel Bumba. Je vous invite tous à contribuer de travailler dans un esprit de collaboration afin de garantir un succès à cette opération en espérant atteindre les assignations d'environ 50 milliards de francs congolais comme fixé. Lancée ce 12 décembre, cette première phase de la vignette ira jusqu'au 31 mars prochain. 3 sites sont retenus, à savoir les sièges de la Direction générale de la DGRK à la Sophie Bank sur 7e rue Limité et Sophie Bank derrière Poste en ville. Écho de partis et formations politiques avant de nous quitter. Révision ou changement de la Constitution. L'UNAFEC soutient la réforme constitutionnelle, déclaration faite à l'issue d'une réunion d'évaluation. À
Après la 3e convention nationale de l'UNAFEC, place à l'évaluation et analyse de la situation politique et sociale ainsi que sécuritaire du pays. Autour de la présidente nationale Mireille Massaoubibi Mouloko, le bureau de cette formation politique dit oui au changement constitutionnel tel qu'envisagé avec patriotisme par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est souscrit à l'idée de la mise d'une commission nationale pour envisager ces grandes réformes constitutionnelles. Le directeur national a réitéré son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur la question d'actualité, conformément aux dispositions des articles 218, 219 et 220 de la Constitution, l'UNAFEC soutient l'initiative de la mise en place d'une commission nationale en vue d'une réforme constitutionnelle. À cet effet, l'UNAFEC souhaite que la dite commission soit constituée des hommes et des femmes épris de sens élevé du devoir afin de consolider le pacte républicain et la cohésion nationale. Le temps est donné. L'UNAFEC, en tant que membre de l'Union sacrée, a réitéré son indéfectible soutien au chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Madame, Monsieur, c'était votre journal de 20h. Je vous retrouve demain mercredi, aussi jeudi, à toutes et à tous. Bonsoir chez vous et à très bientôt.